à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal du jeudi 19 octobre. En ouverture de cette édition, nous parlerons culture avec la nouvelle programmation du Printemps des Arts. Nous irons au Yacht Club de Monaco où un séminaire économique dédié à la Suède avait lieu. Nous assisterons à la conférence Jeune public de la Monaco Méditerranée Foundation. Nous découvrirons le 9e forum et la 5e assemblée des athlètes européens. Nous irons à la rencontre de Franck Camas qui faisait escale en Principauté. Nous parlerons d'une pièce de théâtre intitulée Le Squat qui sera présentée les 21 et 22 octobre prochains. Et pour terminer, nous vous proposerons votre Focus Info dédié cette fois-ci aux graines d'entrepreneurs. Ouvrons ce journal avec cette conférence qui s'est tenue au Grimaldi Forum. La programmation de la nouvelle édition du Printemps des Arts a été dévoilée. José Sacré vous en dit plus. Programmer, c'est inventer, c'est imaginer pour autrui. C'est rassurer par des musiques que l'on connaît, mais aussi ouvrir vers un ailleurs parfois inconnu pour le public. Tel est le credo de Marc Monet, conseiller artistique du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, dont la programmation de l'édition 2018 a été dévoilée ce jeudi. Une édition qui fera une large place à la musique américaine. Je pense là aussi, comme toujours dans le festival, d'essayer de faire découvrir ce qui est d'ailleurs connu dans le monde entier, mais qui n'arrive pas jusqu'ici. Et donc un compositeur comme Charles Ives, c'est un personnage incroyable. Pourquoi incroyable? Parce que c'est quelqu'un qui a pris des risques énormes en écrivant sa musique, avec des extravagances absolument insensées. Il crée des musiques invraisemblables. La musique américaine sera au programme de 10 concerts, avec aussi de la musique ancienne, notamment la musique des Trouvères et Mozart. On a fait un concert entier d'œuvres inachevées de Mozart, parce que Mozart a laissé une centaine d'œuvres inachevées. Donc j'ai cherché dans toutes celles-là les plus intéressantes, et magnifiques, il y a des choses magnifiques, et il y en a certaines qui durent 12 minutes, qui sont intégrales, c'est-à-dire qu'il n'a pas continué, mais elles sont intégrales, puis d'autres qui s'arrêtent en plein milieu. De grands ensembles et orchestres reconnus viendront jouer à Monaco, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, bien sûr, mais aussi Musica 13, Orchestre of the Age of the Enlightenment, sous la direction de Roger Norrington, pour la première fois à Monaco, l'Orchestre National de France, et des ensembles de musique de chambre, de très nombreux solistes de notoriété internationale, mais aussi des jeunes talents. Les fidèles du Printemps des Arts retrouveront le Monaco Music Forum, le Voyage Surprise et découvriront l'opéra d'Edison Denisov 4 jeunes filles, ainsi qu'une nouvelle création de Jean-Christophe Maillot sur une musique spécialement composée pour lui par Bruno Mantovani. Nous avons créé déjà plusieurs fois avec Jean-Christophe des liens très forts, avec des ballets en création, et nous avons donc monté cette création depuis plus de 2 ans. Là où un compositeur écrit pendant 40 minutes une musique pour grand orchestre avec violoncelle et qui est une création, qui est une commande du Printemps des Arts sur laquelle Jean-Christophe va travailler. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo, ce sera, je le rappelle, du 16 mars au 29 avril 2018, avec aussi la clarinette dans tous ses états. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref cette fois-ci. Le souverain, dans la matinée, a reçu les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs au palais. Tout d'abord, Pantelakis Deliades, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Chypre, suivi 1 heure plus tard par le nouvel ambassadeur de la République de Pologne, Tomasz Mlinarski. Igor Slobodnik a également déposé ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur de la République slovaque. Et enfin, le souverain a reçu les lettres de Jane Combs, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Nouvelle-Zélande. Dans le cadre de la grande réunion environnementale organisée au Yacht Club en présence du souverain et du prince Carl-Philippe de Suède, l'économie de ce pays scandinave était à l'honneur lors d'un rendez-vous du Monaco Economic Board. Un reportage de Sandrine Nègre.
Une plongée dans l'économie prospère et dynamique de la Suède. Voici ce que ce séminaire organisé par l'ambassade de ce pays du Nord en principauté, Business Sweden et le Monaco Economic Board aura permis. Et si des relations entre la principauté et le Royaume de Suède ont déjà été nouées, elles devraient s'intensifier dans un avenir proche. Je viens à l'instant de parler avec les représentants de l'économie suédoise. Et nous envisageons de nous déplacer début juin sur leurs recommandations à Stockholm pour rencontrer la Chambre de commerce suédoise et Business Suède. Nous allons surtout écouter pour mieux nous imprégner de ce que nous pourrions faire et quels sont les secteurs d'activité qui pourront se déplacer ensuite pour créer des liens économiques avec un pays comme la Suède qui est quand même très bien représenté en principauté de Monaco, avec des sociétés comme Star Clipper, par exemple, qui sont quand même les leaders mondiaux au niveau de tourisme de croisière en voilier. Pour mieux justement approcher les secteurs phares de l'économie suédoise, Business Sweden, l'un des organisateurs de ce séminaire, a mis l'accent sur les domaines qui pourraient intéresser des entrepreneurs monégasques. Mon but, c'est de montrer la Suède comme un pays très intéressant, avec une économie très forte. On a vécu des années de croissance économique autour de 3 jusqu'à 3-4% les dernières 5 années. Donc c'est un marché qui est aussi assez approximatif pour le Monaco. C'est un marché très dynamique, diversifié, une économie des services. 75% de l'économie suédoise est l'économie des services, donc ça peut être très intéressant pour les entreprises monégasques. La principauté de Monaco et le Royaume de Suède qui partagent déjà de nombreux points communs dans le domaine environnemental notamment, comme l'illustre d'ailleurs la signature le 13 octobre de la déclaration de coopération Monaco-Suède. La Monaco Méditerranée Foundation organise 2 cycles de conférences en parallèle. Le premier, destiné à un large public, portant notamment sur les grands enjeux géopolitiques. Le deuxième s'adresse plutôt à un jeune public. Patricia Navarro a justement assisté à une conférence donnée par Tigran Sedou auprès des jeunes lycéens. Il est à la tête d'un réseau de restaurants italiens qui ne désemplissent pas. Tout juste trentenaire, le monégasque Tigran Sedou est à l'origine d'une véritable success story qu'il est venu raconter aux lycéens et étudiants en hôtellerie lors d'une conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation. Tout est parti d'une idée qui a germé sur les bancs d'HEC où Tigran a rencontré son associé. Quand on a dit à notre entourage qu'on allait monter des pizzerias après avoir fait 4 ou 5 ans d'HEC, les gens nous ont dit mais il faut 2 HEC pour monter des pizzas. Je dirais que oui et non. En fait, ça nous a appris une certaine forme de travail et de rigueur qui nous sert aujourd'hui dans notre quotidien. Mais en tout cas, le principal message que j'aimerais dire à tous les jeunes aujourd'hui qui sont présents, c'est qu'il faut aller vers ceux qui vous passionnent. Moi, j'ai monté des restaurants italiens parce que je suis passionné d'Italie, je suis passionné de cuisine, et même si j'avais jamais fait ça avant, quand on est passionné, tout est possible. De 2 personnes, il y a 2 ans et demi, le groupe Big Mama compte aujourd'hui 450 salariés. 4000 clients sont servis quotidiennement, 7 jours sur 7, dans les 6 restaurants de la chaîne. Un bon exemple d'étude de cas pour les élèves de BTS venus l'écouter. Évidemment, un parcours aussi époustouflant que celui des restaurants Big Mama, ça les interpelle forcément. D'abord parce que c'est un moyen pour eux de voir qu'un jeune peut réussir dans la restauration, en plus en cassant des codes. Chaque restaurant de la chaîne a sa propre identité, un 7e ouvrira bientôt. Cette success story est pleine d'espoir pour des jeunes qui souhaiteraient se lancer dans la restauration. Aujourd'hui, on a développé à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2 ans de vie. L'objectif, c'est de faire un groupe où chaque restaurant est différent, a la déco différente, le menu est différent. Chaque restaurant a sa propre personnalité, son âme. Après Paris, l'an prochain, le concept Big Mama gagnera de nouvelles grandes capitales européennes comme Londres, Madrid ou Berlin. Et pourquoi pas, un jour, Monaco, où Tigran Sedou a vu le jour. Un mois à présent sur le 9e forum et 5e assemblée des athlètes européens. Cet événement se tient actuellement en principauté, plus précisément au Fairmont Monte-Carlo. Alors, en quoi consiste cette manifestation? Élément de réponse avec Émile Rousseau.
Après avoir accueilli la 127e session du CIO en 2014, la Principauté est de nouveau sur la scène olympique en recevant le 9e forum et la 5e assemblée des athlètes européens. C'est toujours un honneur pour nous d'accueillir la famille olympique et aujourd'hui plus particulièrement européenne puisque nous en faisons partie au premier chef et les athlètes. Et ça je crois que c'est très important parce que la contribution que les athlètes apportent au sein des instances dirigeantes, des organes du sport mondial, joue un rôle très très important. Cet événement rassemble une centaine d'Olympiens et délégués d'une quarantaine de comités nationaux olympiques d'Europe. La commission des athlètes sera notamment au cœur de ce forum et de cette assemblée. Elle joue un rôle prépondérant au sein de chaque CNO. On va beaucoup travailler sur la notion de commission des athlètes. Voilà, dans chacun des pays en Europe et partout dans le monde d'ailleurs, on travaille aujourd'hui à comment accompagner la création de commissions des athlètes efficaces et de voir quels sont les sujets majeurs dans ces pays-là pour voir comment on accompagne au mieux les athlètes des différents pays. Il y aura forcément des notions d'antidopage et de voir comment on donne les bonnes informations aux athlètes et comment on les éduque finalement sur ces sujets-là, des histoires de communication, comment on arrive à bien faire passer l'information à tous les athlètes dans les différents pays, mais aussi nos droits, nos devoirs. Voilà, on est là pour vraiment tout mettre à plat et essayer de voir comment les athlètes peuvent se fédérer pour que leur voix soit mieux entendue au niveau des décisions qui sont prises dans le sport. Le point clé de l'Assemblée générale sera l'élection de la nouvelle commission des athlètes pour la période 2017-2021. Elle aura lieu ce vendredi. Et vous venez de le voir dans ce reportage, Tony Estanguet participe actuellement à cet événement. Nous avons profité de l'occasion pour aborder avec lui les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vous propose de l'écouter, il est au micro d'Émilie Rousseau. Quelle émotion, quel plaisir, quel honneur d'effectivement voir les Jeux revenir en France, à Paris en 2024. Je pense que la France a tout pour organiser des Jeux incroyables et c'est ce qui nous anime aujourd'hui de compter sur les valeurs du sport, sur les valeurs olympiques et paralympiques pour faire avancer ce pays, pour montrer que voilà, le sport est fédérateur. Donc on est forcément ravis, on a envie aussi avec les athlètes de réussir ce pari, de montrer que les Jeux sont utiles. Bien sûr que Paris a tout pour organiser des Jeux spectaculaires, mais on veut aussi montrer que les Jeux aujourd'hui sont un projet utile pour la population, pour développer la pratique du sport au quotidien, pour la nouvelle génération, il y aura de nouveaux emplois. Donc voilà, on travaille là-dessus, il y a beaucoup de travail en perspective, mais à titre personnel, après avoir fait les Jeux Olympiques, je peux vous dire que je suis ravi d'en être. C'est l'un des plus grands et des plus titrés navigateurs français. Franck Camas vient de faire escale en Principauté et ce, pour une belle cause. Les explications de Patricia Navarro. Tout juste auréolé d'une belle victoire d'équipe au voile de Saint-Tropez, le navigateur Franck Camas vient d'effectuer une visite éclair en Principauté. Le temps d'une journée, il est allé découvrir les installations du centre scientifique de Monaco. C'est ici que travaillent des chercheurs qui bénéficient du soutien de la fondation François-Xavier Morat, dont il est l'un des nouveaux ambassadeurs. Je crois que c'est une évidence quand on me propose d'aller sur l'eau, faire des régates et faire de la performance aussi pour une bonne cause. Tout le monde a retenu aussi que voilà, on n'a pas fait cette course uniquement pour la gagner. On l'a gagnée, mais en plus on a, j'espère, porté haut les couleurs de la fondation et des causes qu'elle soutient. Frédéric Morat est à la tête du conseil d'administration de la fondation qui porte le nom de son père, la fondation François-Xavier Morat, et dont la vocation est d'améliorer la prévention, le soin et l'accompagnement des personnes victimes d'un cancer. Pour organiser des levées de fonds et mener des actions d'information et de sensibilisation, elle a décidé de s'entourer de grands sportifs dont Franck Camas, des personnalités qui font preuve d'engagement et de ténacité dans leur quotidien. Je pense que lorsqu'on est malade, mais aussi pour nous, on a besoin de personnes qui sont nos référents, on a besoin de personnes qui nous font rêver, qu'on peut idolâtrer aussi d'une certaine manière. C'est encore plus important effectivement quand on est en plein dans la maladie. Je pense que Franck représente des valeurs humaines et des valeurs de la fondation que nous partageons depuis longtemps. J'ai une affinité particulière avec les équipages et la course au large, les équipages plus fournis, parce que l'aventure humaine est encore plus belle, encore plus partagée, encore plus transmise. Franck Camas et Frédéric Morat ont d'ores et déjà de nombreux projets futurs en commun en tête. Cela passera notamment par la construction d'un nouveau bateau, le Babsi 2, qui devrait être engagé sur la prochaine Volvo Ocean Race.
Au chapitre théâtre à présent, les 21 et 22 octobre prochains, le Studio de Monaco présente Le Squat de Jean-Marie Chevret au Théâtre des Variétés. Émilie Rousseau a assisté aux dernières répétitions. Voilà Natacha, qui est une jeune lituanienne, qui squatte l'appartement de deux vieilles dames en compagnie de Samir. Cette histoire, c'est celle de la pièce de Jean-Marie Chevret, Le Squat, une comédie créée par Marthe Mercadier et Claude Jansac, qui se déroule à l'aube de l'an 2000 dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement de Paris. Alors qu'elles rentrent de vacances, les propriétaires découvrent que leur demeure est squattée par un jeune couple, et ce, grâce à la complicité du fils de la concierge. C'est une comédie, comme vous dites, mais également une comédie qui a du fond, qui est pleine de charme, qui est pleine de sourires, mais en même temps qui fait réfléchir, qui est pleine de générosité, d'humanité aussi. Manuel a piqué nos clés chez vous. Il a fait faire un double, et comme on n'était pas là, il en a profité pour installer une patrouille de Felaga qui a pris possession des lieux en toute impunité et qui se la coule douce, pendant que vous frottez vos marches d'escalier et que nous, on vieillit doucement à Osgore. L'humour et les dialogues de la pièce font tomber les barrières. D'un cliché basique de racisme et d'intolérance, la pièce évolue vers un message d'écoute et de compréhension de l'autre. Une pièce que le Studio de Monaco a su s'approprier et qu'il prend désormais plaisir à jouer. La première lecture a été assez compliquée de par la teneur du propos et le sujet, et aussi un petit peu, comme c'est une pièce qui se passe en l'an 2000, du coup le côté un petit peu historique de la chose au niveau vocabulaire et façon de parler, Jones et tout ça qu'on peut avoir aujourd'hui, qui dans la pièce a un petit peu, on va dire, évolué depuis. Mais en la pratiquant et en travaillant le texte, on peut se rendre compte que ça reste tout à fait d'actualité et que c'est très plaisant à jouer finalement. Vous qui interprétez Natacha, il y a un accent aussi à prendre. Exactement, donc c'était ça un peu la première difficulté. Et voilà, je me suis mis au russe. J'ai essayé d'écouter de la musique russe. Et voilà, mais c'est vachement agréable justement de pouvoir interpréter un rôle avec un accent un peu différent du mien. Donc non, c'était une grande fierté aussi de pouvoir jouer avec mes camarades. À l'avenir, quand tu voudras attendrir quelqu'un, évite de jouer les feux de l'amour et les misérables dans la même pièce. Ça finit par être un petit peu pesant, ce genre de salade. Et dis-moi, t'as trouvé ça tout seul ou c'est l'autre sournois là qui t'a soufflé la partition? Mais qui est cause là, la mémé? Non mais vous êtes kamikaze vous là? Pourquoi? Mais encore un mot comme ça et vous allez avoir besoin du SAMU, ouais. Eh ben on sera deux dans le camion du SAMU, vu que vos couilles vont pas tarder à faire connaissance avec nous. Ah ouais? Le Squat de Jean-Marie Chevret, mise en scène par Genia Carlevaris et interprété par le Studio de Monaco, est à voir les 21 et 22 octobre au Théâtre des Variétés. Et du coup, je l'ai réécouté et j'ai dit mais en fait... Et toujours dans le reste de votre actualité monégasque. Du nouveau dans l'affaire Bouvier-Ribolovlev, Dimitri Ribolovlev vient d'être inculpé pour complicité par le juge Édouard Levrault dans le cadre de la plainte déposée par Tania Rapo, une ancienne de ses proches, pour atteinte à la vie privée. Pour rappel, cette affaire débute le 9 janvier 2015. Deux sociétés de la famille Ribolovlev déposent plainte contre Yves Bouvier pour escroquerie et complicité de blanchiment. Le marchand d'art est soupçonné d'avoir réalisé des marges trop importantes sur la vente de tableaux de maître à Dimitri Ribolovlev. Le 25 février, Yves Bouvier et son associé Tania Rapo, une ancienne proche de Ribolovlev, sont interpellés à Monaco et placés en garde à vue. Ils seront inculpés et placés sous contrôle judiciaire. Et en juillet 2015, Tania Rapo dépose plainte à son tour pour atteinte à la vie privée. En cause, un enregistrement audio réalisé lors d'une soirée organisée chez Dimitri Ribolovlev. Et c'est concernant cette plainte que le président de l'AS Monaco vient d'être inculpé. La 9e édition du J'aime Lucarte vient de s'achever après 10 jours d'exposition à l'auditorium Régnier 3. Le jury a délivré son palmarès et a récompensé ainsi les 7 meilleurs artistes du moment. Le thème était « Quand Fenêtre sur cour rencontre la belle histoire ». Comme chaque année, cette manifestation est destinée à récolter des fonds afin de financer la recherche clinique et participer à l'équipement des services hospitaliers spécialisés en cancérologie.
Autre opération pour la bonne cause, une kermesse vient d'être organisée à l'église Saint-Charles, kermesse organisée par la société Saint-Vincent de Paul au bénéfice des personnes démunies et dans le besoin. Et pour refermer cette page de brève, la Fédération monégasque des échecs va organiser de ce samedi à lundi le championnat d'Europe féminin de parties rapides et blitz, une compétition qui se déroulera au Novotel, à savoir que les 14 des 16 meilleures joueuses d'Europe seront présentes, dont la championne du monde en titre. Il y aura également la présence de l'équipe de France féminine et les joueuses du cercle d'échecs de Monte-Carlo. Vous pourrez donc venir les encourager du 21 au 23 octobre au Novotel. Passons à présent à votre rubrique Focus Info, dédiée cette fois-ci aux graines d'entrepreneurs. Des élèves de terminale du lycée Albert Ier se sont plongés le temps d'une matinée dans la peau d'un chef d'entreprise. Christina Thomel a assisté à la naissance de leurs différents projets. Faire partager aux jeunes le goût d'innover et la joie d'entreprendre un projet, tel est l'objectif de cette opération organisée par la JCE depuis maintenant 3 ans. Divisés par petits groupes, les élèves montent un projet avec l'aide d'un mentor issu du monde de l'entreprise. C'est donner envie en une matinée aux lycéens d'entreprendre dans tous les domaines. Ça s'appelle graines d'entrepreneurs. C'est vrai qu'on n'a pas la prétention d'en faire des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs, mais juste leur donner cette envie, cette passion d'essayer d'aller au bout de leurs idées. Les idées fourmis, ils sont lancés cœurs et âme dans le projet. Là, ils sont là partis pour... Non, mais en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont beaucoup d'idées qui partent dans tous les sens, mais ils arrivent assez facilement à le structurer quand on leur donne le cadre, ce qui est un peu le but des mentors. Alors le conseil, c'est justement, ils sont très focalisés sur l'idée, ce qui est normal, mais de leur faire comprendre qu'en fait l'idée toute seule ne vaut absolument rien. Ce qui compte vraiment, c'est organiser son équipe, que chacun ait sa place et soit complémentaire, et le plan d'exécution pour aller jusqu'au produit et trouver son marché. Des enfants qui changeront le monde demain, des graines d'entrepreneurs qui se révèlent chez certains. C'est assez drôle parce qu'au début on voit bien qu'ils sont tout timides, bon ils se connaissent entre eux bien sûr, mais tout timides, ils osent presque même pas donner leurs idées. Et puis dès qu'on commence à les pousser à sortir leurs idées, à réfléchir aux détails, on voit des étudiants qui se révèlent, même les professeurs sont assez surpris des fois de voir des étudiants qui d'habitude dans la classe sont très timides, réservés, qui là se révèlent pour avoir des idées super originales. Donc oui, c'est vrai, c'est assez intéressant et motivant même pour un entrepreneur de voir ça et d'assister à ça et de pouvoir accompagner ce type d'élèves. On voit les tempéraments, ceux qui aiment la prise de parole en public, ceux qui aiment prendre des risques, aller vers les autres, voilà, c'est ça qu'on voit. Et en fait, je pense que la bonne qualité, c'est justement d'entraîner en fait ceux qui sont le moins à l'aise en fait, dans son sillage et de les faire croire en projet et de le porter tout aussi bien. Innover, réfléchir de façon globale et saisir des opportunités. Une opération qui permet aux élèves de développer leurs compétences pour être capables de transformer des idées créatives en actions entrepreneuriales. C'est intéressant de pouvoir interagir avec directement des entrepreneurs monégasques ou français qui viennent nous parler de leur expérience, de leurs échecs et pouvoir s'inspirer de leur expérience. Et ils nous aident à monter un projet pour voir dans le futur si on peut le monter ou pas. C'est très intéressant. Est-ce que c'est compliqué de monter une entreprise ? Un peu, parce que comme on peut le voir, il faut avoir vachement de bases, de normes. C'est pour ça que les professionnels nous accompagnent, parce que ça ne se fait pas en 5 minutes et que bon là on voit juste, on va dire, une petite partie de l'iceberg parce que ça prend du temps de monter une entreprise. Donc là c'est juste les bases fondamentales et donc voilà, mais ça prend du temps. Nous sommes toujours au lycée Albert Ier où les élèves et leurs mentors ont fini de travailler sur leurs projets respectifs, des projets qui vont à présent être présentés devant un jury qui sélectionnera le meilleur d'entre eux. Je vous propose tout de suite de découvrir le projet gagnant. Et j'aimerais beaucoup faire une petite sieste entre midi et 2. La Cocotex, c'est une chaise pour les professionnels et pour les particuliers, afin que tout le monde puisse se reposer. C'est une chaise connectée avec différentes fonctions. En fait, c'est une chaise qui s'adresse donc aux professionnels beaucoup plus qu'aux particuliers, donc c'est le B2B, c'est ça?
Et en fait, du coup, ça permet donc pour les salariés de se détendre, un espace de détente dans toutes les entreprises, comme on peut retrouver par exemple chez Google ou quelque chose comme ça. Et donc c'est une chaise vraiment qui permet de se détendre, comme je l'ai déjà dit. Et puis, voilà. Ça a été difficile de travailler ensemble? En fait, personnellement, je trouve qu'on s'est tout de suite tous les quatre bien entendus. On a des profils tous très différents et finalement, nos défauts et nos points de confort ont fait notre force en fait à tous les quatre. Et puis alors votre mentor? Notre mentor, donc Fabrice, était franchement très agréable, un mentor très bon. Il a pu nous aider, nous guider dans tout le projet et puis on le remercie. Hein. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Voilà. Et alors cette expérience à renouveler? Franchement oui, on n'a pas vu le temps passer. Ces 4 heures sont passées vraiment très rapidement et puis on a kiffé quoi, c'était bien, c'était vraiment bien. Oui, c'était vraiment... Je pense que de faire des expériences comme ça au lycée, ça nous fait connaître des expériences. C'est pour notre vie future, ça peut être que bien, que bénéfique. Peut-être un jour on pourra vous retrouver dans le monde de l'entreprise. Voilà, peut-être. Peut-être. Une opération qui aura donc permis aux élèves de se plonger dans le monde de l'entreprise et d'éveiller peut-être des vocations. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, un temps assez ensoleillé, les températures seront agréables de 17 à 22 degrés. Samedi, le soleil reste doux, légèrement voilé au cours de la journée. Les températures restent identiques de 17 à 22 degrés. Dimanche, un risque de pluie dans la nuit et dans la matinée, avec des éclaircies au fil de la journée, comptées de 16 à 20 degrés. Le début de semaine prochaine, en résumé, un beau ciel bleu avec des températures presque conformes à la saison, légèrement supérieures, de 15 à 20 degrés. Les températures sont légèrement en baisse, vous venez de le constater. Eh bien, sachez que le département des Affaires sociales et de la santé lance sa campagne de vaccination contre la grippe. Le vaccin est désormais disponible dans les pharmacies depuis quelques jours. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine ASMFC présenté par Émilie Rousseau, suivi de votre magazine automobile Asphalte. À très bientôt sur Monaco Info.